Maintenant, le tirage au sort connaît un certain envol depuis quelques années, puisque je vois des choses que je ne voyais pas avant, et notamment la critique du tirage au sort. Avant, elle était très faible, la critique du tirage au sort, et puis maintenant, je vois des articles bien écrits, de qualité, avec des arguments, cherchant à critiquer le tirage au sort. Hein. Du coup, ça montre que ça se répand. En démocratie, la représentation par tirage au sort, alors j'aime bien la représentation par tirage au sort, ça veut dire qu'il y a représentation avec le tirage au sort aussi. Et je suis assez d'accord avec ça. Pourrait-elle augmenter l'implication des citoyens dans les affaires publiques? Alors oui, le tirage au sort permet d'améliorer la participation des habitants, mais on va dire indirectement, pour les deux raisons qui sont évoquées ici. La première, c'est la phrase de Castoriadis, justement. Alors Castoriadis, le premier grand intellectuel qui emploie le mot tirage au sort en politique, qui l'emploie tout court, parce que les autres n'emploient jamais. Hein. Enfin, Bernard Manin, c'était très confidentiel. Hein. Du coup, c'est la première fois qu'un grand intellectuel, dans un journal assez connu, Le Monde diplomatique, puisque là, je ne vous ai pas mis le passage, mais après, il explique au moins les Grecs qui se posaient la question avant de pourvoir à un poste, s'il valait mieux élire ou tirer au sort, et nous on ne se pose plus la question, c'est-à-dire qu'il y a une régression. Hein. Et puis ensuite tout son article parle de que la délégation empêche la participation, hein. Puis je suis sur cette position-là. On parle beaucoup de démocratie participative, hein, depuis 20-25 ans que je suis ces questions-là. Alors oui, ça parle beaucoup de démocratie participative. Moi, je pense que c'est contradictoire avec le principe même de notre système représentatif, qui est la délégation. Et du coup, forcément, ça ne va pas donner grand-chose, la participation. Et d'ailleurs, ça a conduit à renforcer, on va dire, les décisions qui sont prises d'en haut maintenant. Hein. Il y a des études en sciences politiques qui sortent pour nous montrer qu'en fait, il n'y a plus rien qui se discute. C'est le Premier ministre et le Président de la République qui décident tout. Du coup, il y a régression. Hein. Et malgré tout, la littérature sur la démocratie participative, mais qui tourne en eau de boudin, forcément, parce qu'il n'y a pas de procédure légitime de participation. Et puis aussi, le tirage au sort, c'est la phrase de Tocqueville, hein, qui résume tout, je pense. Hein. Le jury, tiré au sort, hein, mais il disait aussi les assemblées, c'est dans la démocratie en Amérique, hein, le plus efficace pour lui apprendre à régner. Hein. Du coup, avec le tirage au sort, la politique, on change de regard sur la politique peut-être. Hein. La politique, qui est une affaire de professionnels, est censée toucher tout le monde. Alors forcément, ça incite à la participation. Voilà. Ensuite, une historiographie du tirage au sort, puisque le tirage au sort, finalement, c'est assez intéressant de voir que cette évidence-là, hein, alors j'explique, hein, Peter Dinel, c'est un urbaniste allemand dans les années 70 qui veut aménager des quartiers et puis qui se demande ce que veulent les gens. Et quand il consulte les élus, ça ne va pas, il voit bien que c'est un point de vue particulier. Les associations, ils voient bien aussi que c'est un point de vue particulier. Et puis d'une manière assez empirique, il se dit, il n'y a qu'un moyen pour savoir ce que les gens veulent s'ils étaient correctement informés. On ne peut pas informer correctement tout le monde, du coup il faut prendre un échantillon. Alors c'est presque de manière empirique comme ça, ça va donner ensuite les conférences du consensus, et c'est intéressant que ça soit venu finalement presque d'un profane, bien qu'il était sociologue aussi. Hein. C'est pas la philosophie politique qui a eu une réflexion en premier sur le tirage au sort. Les sondages, quand même, ça existe depuis les années 40. Hein. Et l'échantillon représentatif qui est utilisé pour les sondages, aucun philosophe politique n'avait pensé que ça pouvait être une sorte de peuple en miniature et que si on lui fournissait l'information adéquate, toute l'information, bien finalement ça dit ce qu'aurait voulu l'ensemble de la population, ce qu'aurait voulu le peuple, s'il avait pu être correctement informé. Et là, comme on prend un échantillon, on peut correctement l'informer. Je trouve ça intéressant que ça ne soit pas venu de la philosophie politique et que ça soit venu d'une manière un petit peu empirique. Comme ça. Ça va rejoindre les préoccupations sur la décroissance aussi. Hein. Puisque après, ça peut être toute une réflexion sur les intellectuels. Hein. Comment ça se fait
que les intellectuels, qui en ont plein la bouche avec le mot peuple, qui disent par le peuple, pour le peuple, ça leur soit jamais venu à l'idée d'utiliser la méthode des sondages pour prendre un échantillon puis savoir ce que veut vraiment le peuple. Du coup, ça c'était donc en Allemagne, hein, très, très confidentiel. Le débat sur le tirage au sort est réapparu aussi aux États-Unis dans les années 1980. On n'en a pas eu trop connaissance ici. Il y a très peu de livres qui ont été traduits. Un des seuls qui ont été traduits de Barbara Godwin. D'ailleurs, le tirage au sort étendu à tous les aspects de l'existence. Hein. Ça partait un petit peu dans tous les sens, ce débat-là américain. Et chez nous, il était un petit peu inconnu. Ce qui a eu beaucoup d'impact, c'est ce livre-là, La démocratie, à l'époque de Démosthène, au IVe siècle, de Mogen Hansen. Et c'est vrai que ça nous casse la vision qu'on avait de la Grèce ancienne. Parce que, bon, on a quand même appris à l'école que les anciens Grecs tiraient au sort une bonne partie de leurs magistrats. Mais tout de suite, on disait derrière, ah ben c'est parce que c'est pour des raisons religieuses. Et vous aviez des historiens, Fustel de Coulanges, et puis tout le monde disait ça. Si les Grecs utilisaient le tirage au sort, c'est pour des raisons religieuses. Jan Hansen donc montre que non, pas du tout. Il pense que c'était pas pour des raisons religieuses qu'il tirait au sort. Hein. Il était voir dans les bouts de Tesson, hein, où il y a des remerciements. Ceux qui ont été tirés au sort, ils ne remercient pas les dieux, ils remercient les institutions ou bien la démocratie. Hein. Donc il apporte des preuves comme quoi les anciens Grecs savaient pertinemment que s'ils tiraient au sort, c'était pour des raisons démocratiques et pas du tout pour des raisons religieuses. Et cette recherche-là, d'Hansen, elle est concomitante à l'apparition des conférences du consensus au Danemark. C'est la première fois qu'il y a eu ce qu'on appelle les conférences du consensus, ou bien les jurys citoyens, ou les jurys délibératifs, où il y a plein de noms pour dire un petit peu la même chose. On prend un échantillon et puis on l'informe correctement. Et il y a eu les premières conférences du consensus, donc au Danemark, dans les années 1980 déjà. En France, rien du tout. Hein. Nous, on n'était pas au courant du tout de tout ça. Ça va arriver dans la décennie suivante en France. Alors cette phrase je trouve ça, elle est excellente, parce qu'on lui disait ouais mais c'est n'importe quoi, vous tirez au sort, c'est pas le peuple, etc. Du coup il était obligé de s'expliquer quoi, qu'en prenant un échantillon, eh bien c'était l'échantillon correspondait à l'ensemble. Hein. Et il prend l'image du pot de confiture. Hein. Vous fouillez dans le pot de confiture, ça ressemble. Hein. Et ben, un échantillon représentatif, c'est pareil. Hein. Vous avez un peuple en miniature. Ben voilà. Et du coup, c'est quand même la première chose à faire. Hein. Si on veut savoir ce que pense ou ce que veut le peuple, ben on en prend un échantillon et puis on l'informe. C'est le préalable indispensable. C'est pas suffisant, mais c'est quand même le préalable indispensable, puisque on est bien tous d'accord pour dire que la composition d'une instance de décision influe sur la décision. Donc il faut que la composition de l'instance de décision, ça soit vraiment représentatif de l'ensemble de la population et pas des catégories particulières. Hein. Même d'un point de vue théorique. Finalement, c'est de manière empirique qu'il a découvert ça, parce qu'il a vu les élus veulent ceci, les associations elles veulent ça, je suis obligé de tirer au sort pour avoir une idée de ce que veulent les gens. Il l'a découvert de manière empirique, mais ça peut être aussi bien théorique. Hein. Pour qu'une décision soit légitime, il faut faire très attention à la composition de l'instance de décision. Eh ben non, ça n'était pas venu à nos intellectuels. Non. Pas que ça qui leur vient, pas d'ailleurs. Ça arrive en France, hein, Bernard Manin. Hein. Alors, la science politique. De la science politique, il a droit à une petite... parce que, oui, beaucoup de choses sont dans ce livre-là. Hein. Notamment, les deux choses que j'indique, hein, la double face de l'élection. Eh oui, quand on va voter, c'est quand même un acte simple. Hein. Un acte simple, et on a du mal à comprendre qu'un acte simple puisse avoir deux propriétés opposées.
il y a clairement un aspect démocratique, puisque tout le monde a le même poids dans l'urne, hein, les imbéciles comme les gens intelligents. Dans l'urne, il y a tout qui s'égalise. Alors c'est démocratique du point de vue de l'électeur qui va mettre un bulletin dans l'urne. Par contre, du point de vue du résultat, c'est pas démocratique du tout, c'est même aristocratique, hein, puisque c'est pas n'importe qui peut être élu. Et en plus, comme on fait souvent des élections à plusieurs degrés, hein, on élit des élus, on élit des élus qui vont élire d'autres élus, et puis ça nous donne des grands élus. Et à la fin, vous avez un écart important entre la population et puis les élus. Et c'est logique pour lui. Il explique pourquoi. Nos intellectuels, hein, pendant ce temps, ils continuent. Hein. Alors Pierre Rosanvallon, c'est un peu méchant pour lui, parce que je l'aime bien, et puis il est passionnant. Et en plus, il met le doigt sur des choses intéressantes, comme par exemple, il dit que la crise de la représentation, ce qu'on appelle la crise de la représentation, oh ben, ça a toujours existé en fait, hein, ça existait déjà sous la Révolution française. Alors des fois ça se calmait un petit peu, notamment quand il y a eu l'arrivée du suffrage universel. Et puis ça a repris à la fin du XIXe siècle. Il explique bien ça avec ces ouvriers qui disent « Ne votez pas pour ces bourgeois qui parlent bien, votez pour quelqu'un qui a des mains comme vous, votez pour le candidat qui vous ressemble. » Et du coup... où il y avait des partis qui refusent des candidatures ouvrières. C'était quoi les candidatures ouvrières? C'est que on voulait pas laisser le libre jeu des notables. Hein. Alors c'est les partis politiques qui arrivent aussi en même temps. Mais quand même, le peuple introuvable, alors qu'il suffit de touiller dans le pot de confiture pour avoir le peuple, il arrive à vous citer quand même que le dernier à avoir employé... fait des propositions sur le tirage au sort, c'était en 1848, un certain Pierre Leroux, socialiste, il arrive à vous dire tout ça, mais il ne va pas plus loin, c'est comme si il avait un blocage là-dessus, qu'il n'avait pas lu, Bernard Manin, ou qu'il avait refusé d'y réfléchir, et il faut attendre 2006 ou 2007, le pouvoir au peuple de Saint-Omer. Hein. Là, une recherche assez fouillée sur le tirage au sort, qui était bienvenue et qui était un petit peu en retard par rapport aux militants, puisque Serge a dit tout à l'heure qu'on faisait un petit peu de grabuge chez les Verts, en faisant passer des textes sur le tirage au sort, en demandant qu'il y ait une partie des élus internes qui soient tirés au sort, en demandant aussi que des échantillons représentatifs soient consultés systématiquement dans les municipalités où il y avait des Verts, que les Verts demandent ça, pour tout ce qui est grands travaux, qu'il faudrait faire un échantillon de citoyens. On faisait des motions comme ça à cette époque-là, et puis qui étaient minoritaires. Hein. D'ailleurs, c'était intéressant. Vous aviez tous les leaders du parti de l'époque, hein, alors je ne cite pas les noms, mais on les obligeait à monter à la tribune pour voter contre. Hein. Pour voter contre le tirage au sort, c'était assez amusant. Et ce qu'on nous reprochait, c'était oui, mais c'est pas sérieux tout ça. Il n'y a pas de travaux universitaires là-dessus. Vous vous ramenez comme ça, vous êtes des espèces d'illuminés là. Mais il n'y a pas de travaux universitaires. Il n'y avait que Bernard Manin qui, quand même, c'est une sorte une esthétique, hein, une critique très esthétique du système représentatif, mais il ne fait pas du tout de proposition. Hein. Et puis, c'est pas centré sur le tirage au sort. Il n'y a qu'une centaine de pages sur le tirage au sort. Le bouquin de Saint-Omer, là, il est centré sur le tirage au sort. Il y a une base, on va dire, un petit peu historique. Hein. Alors, c'est très fouillé. Hein. Au Moyen-Âge aussi, ils utilisaient le tirage au sort. Hein. En Aragon, à Florence, jusqu'au XVIIIe, dans les corporations. Il explique bien tout ça. Qu'au XIXe siècle, les jurys populaires tels qu'on les connaît encore maintenant, les jurys d'assises, hein, eh bien, ça s'est imposé difficilement au XIXe siècle. Alors que dans le champ politique, totalement oublié, mais dans le champ judiciaire, on admettait qu'il fallait tirer au sort quand même. Et du coup, il analyse tout ça. Et puis, c'est de là que vous connaissez, surtout lui, Étienne Chouard, parce qu'il fait beaucoup d'interventions là-dessus, mais c'est centré sur une constituante, hein, qui fout la révolution, quoi. Hein, fait la révolution. Et puis lui, Jacques Testard, c'est sur les échantillons représentatifs, les conférences du consensus. Il dit que vraiment c'est important tout ça parce qu'il a été confronté à des choix scientifiques. Hein, c'est le père du premier bébé éprouvette. Du coup, il connaît bien, il voit bien que la science avance à marche forcée et qu'il faudrait des jurys citoyens pour dire oh là, stop, là,
les mères porteuses, on prend un jury citoyen pour voir ce que les gens en pensent, etc. Du coup, voilà. Et puis d'autres aussi, qui sont arrivés il y a quelques années seulement, et puis qui approfondissent cette question-là. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sur mes propositions que je fais depuis longtemps quand même, que je vais vous faire, quand même, mais je ne désespère pas qu'elles soient majoritaires un jour, parce que je les trouve très, comment dire, réalistes. Alors, vous voyez, la critique de l'élection, ça c'est assez bien connu, je vais assez vite. Nos constituants, comme Sieyès, le système représentatif tel qu'on le connaît, ça a été fixé pendant la Révolution française, et puis le maître d'œuvre, c'est l'abbé Sieyès, que vous voyez ici, pas en abbé d'ailleurs, peint par David. Il a participé à toutes les constitutions de la période révolutionnaire, et c'était lui qui faisait les projets. Et il disait clairement qu'il ne voulait pas établir une démocratie, puisque en ce temps-là, on parlait franchement. Et il n'était pas le seul, il y en avait beaucoup qui intervenaient pour dire non, non, nous ne faisons pas une démocratie, nous allons faire un système représentatif qui va créer une classe de professionnels, une aristocratie élective. Ils expliquaient toutes des choses comme ça, et c'est pas seulement en France, c'est aussi aux États-Unis. Dans le débat, la Constitution américaine, 1787, à la Convention qui a précédé, il y a des gens comme Madison, qui sont pas là, mais c'est des choses qui commencent à être connues. Même scénario aux États-Unis, avec d'ailleurs des constituants qui se plaignent. Je me rappelle de mémoire Samuel Chaz qui dit « Oui, mais avec votre système, il n'y a aucune chance qu'un planteur ou qu'un fermier soit élu. » Puis un autre qui répondait « Oui, effectivement, et on va même créer de grandes circonscriptions pour qu'il puisse y avoir que des gens connus qui soient élus. Comme ça, on sera sûr qu'ils appartiendront à la bonne société. » Vous voyez, il y avait des débats très intéressants, puisque aujourd'hui, on a gardé quand même le même système, c'est le même dans les grandes lignes. Le système représentatif, c'est à intervalles réguliers, on élit des représentants, et pendant cet intervalle, les élus ont tout pouvoir. C'est ça la base. Les discours qu'ils faisaient pour expliquer pourquoi ils mettaient ce système-là en place sont éclairants. D'ailleurs, on se demande comment on fait, nous, puisqu'on a gardé le même système, et puis on dit c'est démocratique tout le temps. Alors ceux qui l'ont mis en place, ils passaient leur temps à dire mais non, c'est pas démocratique. Et puis il y en avait qui leur reprochaient ça, et ils ont été minoritaires. Et même chose aussi en Angleterre aussi. En Angleterre aussi, d'une manière plus longue. Donc dans tous les systèmes représentatifs, c'était clair pour tous les constituants que le régime d'élection qu'on connaît encore aujourd'hui n'était pas démocratique. Du coup, ça pose quand même question. Alors cette critique est assez bien faite maintenant seulement. Là maintenant, un autre aspect, ce beau système a été trouvé dans les bois de Montesquieu. Je prends des phrases courtes. Puis celle-là, un peu de la même idée, qui est assez connue, de Rousseau, une diatribe de Rousseau. On parle de fief pour les élus, c'est encore très féodal, la politique, le milieu politique, des services rendus, etc., les députés qui sont tenus par le gouvernement, et que la notion de représentant est moderne. C'est-à-dire l'idée que quand on va voter pour quelqu'un, que ce quelqu'un, cet élu, va représenter nos idées, ça c'est une invention du Moyen-Âge. C'est les Grecs qui avaient inventé l'élection, ensuite ça a été encore utilisé par les Romains. C'était venu à personne, à l'idée de personne, de dire que ceux qui étaient élus devaient représenter ceux qui avaient voté pour eux. C'est l'administration royale qui a poussé à élire des représentants dans les corporations pour venir discuter avec l'administration royale du montant des impôts. Ça a servi à ça, c'est pour ça que ça s'est développé petit à petit au Moyen-Âge, l'élection. C'est parce que la monarchie, les rois, avaient besoin que les impôts rentrent, et ils se sont rendus compte empiriquement que quand on discutait avec des représentants des corporations de ceux qui devaient payer des impôts, eh bien les impôts rentraient mieux. Et que du coup, ils entendaient l'élection comme une promesse d'obéissance.
une promesse d'obéissance. Les gens, ils vont mieux obéir quand ils votent, ils vont mieux payer les impôts. Et c'est petit à petit que l'élection s'est imposée. Alors c'est sûr, il va y avoir du changement au XVIIe, ça va devenir la philosophie politique moderne avec Locke et le consentement qu'on ne peut pas tous accéder au pouvoir, qu'il faut consentir au pouvoir, et on va y consentir en allant voter, et puis voter contre, que de cette manière-là, ça pourra fonctionner. Comme quoi, il faut consentir au pouvoir, et que par l'élection, on peut consentir au pouvoir. Hein. Du coup, une promesse d'obéissance au départ, au Moyen-Âge, l'idée de représentation, puis ensuite du consentement. Belle phrase de Montesquieu, hein. On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'élever aux charges les plébéiens, les pauvres, le peuple, il ne pouvait se résoudre à les élire. Ça veut dire que le peuple ne vote pas pour lui-même naturellement, puisque élection, ça veut dire choix des meilleurs. Donc toujours, on va choisir quelqu'un qui est meilleur que vous. Hein. Et ça a des conséquences. Alors, les élus ne nous ressemblent pas au peuple. Vous prenez par exemple l'Assemblée nationale, vous prenez les 577, puis vous tirez au sort 577 personnes, vous voyez tout de suite la différence. Hein. Alors il peut y avoir plein d'explications à ça. Le mérite de Bernard Manin, ça a été d'expliquer d'une manière un peu théorique pourquoi c'était impossible que des élus ressemblent à leurs électeurs. Hein. C'était impossible. Pour 4 raisons principales où il explique que c'est pas possible de les enlever, ces 4 raisons-là. Alors, de mémoire, la première, c'est il faut être connu. Plus on est connu, plus on a de chances d'être élu. Du coup, c'est un avantage pour les notables. La deuxième, c'est qu'il faut paraître être le meilleur. Il faut paraître être le meilleur, et puis c'est celui qui paraît le meilleur qui va l'emporter. La troisième, c'est qu'il faut avoir un capital, soit d'argent, soit de temps, soit de relations, parce qu'une élection, il faut quand même avoir les reins solides. D'ailleurs, la politique est une carrière instable. Il faut déjà être un petit peu à l'aise pour pouvoir se lancer dedans, ce qui fait que ça élimine quand même beaucoup de gens. Et puis la dernière, c'est qu'il faut être sympa. On va dire que c'est les caractéristiques de personnes. Moi, un truc qui me frappe, je trouve les élus sympathiques tout le temps. Quelque part, c'est un petit peu injuste de sélectionner les gens sur une caractéristique. Hein, ils sont sympas, ben voilà. Et ça paraît. On ne voit pas en quoi le fait d'être sympa peut améliorer quoi que ce soit à la décision. Ça crée peut-être de la fluidité sociale, oui. Mais pour ce qui est de prendre des décisions, pas trop. Voilà, donc pour ces raisons-là, les élus ne peuvent pas ressembler à leurs électeurs. Et dans notre système représentatif, les élus votent pour des élus. Du coup, à chaque fois, ce mécanisme est démultiplié. Alors on va dire, oui, ça n'a pas trop d'importance. Et puis d'ailleurs, du point de vue du citoyen, si on arrête d'élire et puis qu'on tire au sort, on n'a pas beaucoup de chances de tirer au sort. Alors finalement, du point de vue du citoyen, ça change pas grand-chose. Hein. Ah oui, mais du point de vue des décisions qui sont prises, c'est pas la même chose, des décisions qui sont prises par des gens qui ressemblent à tout le monde, et des décisions qui sont prises par une élite distinguée. C'est quand même pas pareil. On ne peut pas dire que c'est normal qu'il y ait des différences. Hein. Ce beau principe-là, hein, le principe moyenâgeux, je le cite parce qu'il est aussi fumeux que le nôtre, par le peuple, du peuple, par le peuple, pour le peuple. Hein. Ça, c'est dans la Constitution. Du coup, ça s'applique au système représentatif. On voit bien, c'est une belle phrase, mais elle est creuse. Ça ne veut rien dire. Ben, ils avaient la même au Moyen-Âge. Ce qui touche tout le monde doit être considéré et approuvé par tous. Il y a des camarades qui me disent parfois, oui, on doit le mettre en tête de gondole, parce que c'est beau, c'est joyeux. Ah oui, mais ça veut... c'est bien, ça indique la philosophie, mais il n'y a pas de procédure qui est indiquée. Et d'ailleurs, ce principe-là était invoqué par tout le monde, par l'Église pour élire le pape, et puis par les rois pour faire élire des représentants dans les corporations, hein, aussi. Ça a été utilisé par le système représentatif. On peut en faire de la démocratie directe, comme en même temps un système représentatif. Vous voyez, puis ces trois-là, tout de même, hein, qui expliquent
ils sont très opposés au tirage au sort. Et leurs descendants aussi, hein, trotskistes ou bien tout ce qui est révolutionnaire. Hein. Ah, ils ont en sainte horreur le tirage au sort. Je les remercie un peu, puisque quand il y a une 15-20 ans, je m'intéressais un petit peu à ça. Vraiment, c'était le néant total. Je me disais que j'étais un petit peu fou, etc. Et puis de lire au bingo, sans intérêt. Il y avait qu'eux qui disaient « Mais non, ça ne va pas, il faut faire la révolution, mandat impératif, révocabilité des élus, puis tout va bien. » C'est des adversaires acharnés du tirage au sort. Hein. Alors, l'explication, bah oui, c'est une masse, le peuple c'est une masse inculte et informe. Qu'il faut conscientiser, il faut conscientiser le peuple. Grâce à une avant-garde éclairée. Oui, pour toutes ces raisons-là, ils sont contre le tirage au sort. Comme les révolutionnaires, c'est un petit peu des professionnels de la politique. Du coup, vous dites, on tire au sort parmi les gens, vous leur coupez l'herbe sous le pied. Le peuple, c'est eux qui représentent le peuple. J'imagine, c'est pour ça que c'est des adversaires acharnés du tirage au sort. Et du coup, c'est un peu rigolo que ces révolutionnaires-là, ils défendent l'élection, pas ceux de maintenant. Quand vous regardez les statuts du NPA ou des révolutionnaires, vous tombez sur le cul. C'est une apologie de l'élection. Ils veulent vous mettre des élus, alors ils n'aiment pas quand il y a des batailles électorales pour les postes. On va les élire pour 10 ans ou pour 20 ans, des sages, des choses comme ça. Maintenant, les liens avec le capitalisme. Il y a des liens entre le système représentatif et le capitalisme. Ça me paraît indiscutable, puisqu'ils ont une belle progression ensemble. C'est au XVIIe, XVIIIe que s'impose le système représentatif, et puis aussi le capitalisme. Ça va de pair les deux. Alors les explications à ça, c'est un domaine de recherche qui a été peu défriché. Comme cette opposition des révolutionnaires là, à tout ce qui est démocratie directe du peuple. Ça a peu été étudié. Là aussi, il y a lui quand même, Takis Fotopoulos, donc démocratie générale, qui est pour une démocratie directe et qui montre un petit peu les liens avec le capitalisme. On a peut-être seulement en tête une phrase de Rousseau, une diatribe de Rousseau, où quand il s'en prend, j'ai pas réussi à la retrouver, mais je l'ai déjà vu, quand il s'en prend aux citoyens de Genève, il leur reproche de délaisser la chose publique pour faire des affaires. C'est ça, le système représentatif quand même, il permet ça. Vous élisez des gens pendant un certain temps, vous faites des affaires, vous accumulez, perdez pas de temps à faire de la politique, vous accumulez dans votre petite vie privée, et si jamais ils vous ont pas plu ceux que vous avez mis en place, vous pouvez les virer quand même à la prochaine élection. C'est des élections à intervalles réguliers. Ce qui fait que c'est assez efficace du point de vue d'un capitaliste qui veut accumuler. Il délègue, mais il peut reprendre. Il ne perd pas de temps à faire de la politique, et en même temps il peut virer ceux qui font payer trop d'impôts, par exemple. Du coup, ça va bien quand même avec le système capitaliste. La démocratie participative, oui. Alors, toutes les tartes à la crème de la démocratie participative que j'entends depuis 20 ans. Ah oui, tout ce qui est manifestation, que c'est pas la rue qui gouverne, on répète ça tout le temps. Parce qu'il y a une faible légitimité des manifestations, c'est bien, tout le monde vient. Et ça fait un petit peu jacquerie du Moyen-Âge. Vous leur dites, c'est un petit peu archaïque, des manifestations, vous allez voter, puis après vous allez hurler dans la rue contre ceux que vous avez élus. On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Voilà. Donc ça manque de légitimité. Alors ils ont beau jeu, les élus, de dire derrière, oui, c'est pas la rue qui gouverne, on a été élus. Le débat public. Oui, quand vous faites un débat public, c'est bien qui veut. Vous prenez n'importe quel sujet, c'est ceux qui sont intéressés par le sujet, en pour, en contre. Et du coup, les élus, après, ils n'ont pas de mal de dire quand même, c'est nous qu'on décide après parce qu'on est légitime. Parce que c'est trop évident qu'un débat public, ça dépend de qui participe, puisque tout le monde peut rentrer. C'est bien pour la délibération. Il faut qu'il y ait des débats publics pour la délibération. Mais ça manque de légitimité. Vous avez seulement certaines catégories de la population qui participent. Et c'est sûr, c'est limité, forcément. À l'ouverture à la société civile, ça c'était la grande mode par un moment. Il ne faut plus que ça soit des gens du parti, il faut que ça soit des citoyens que les partis vont chercher. Et puis on pensait que ça allait améliorer les choses.
Et d'ailleurs, ça se fait encore. Non, ça les aggrave. Puisque quand vous allez chercher quelqu'un de la société civile, c'est un notable en général. C'est d'ailleurs toujours des notables qui mettent en tête de gondole. Et ça prend la place de militants moins distingués. Du coup, ça renforce les caractéristiques aristocratiques de l'élection. De température de l'opinion, c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, les boîtes aux lettres où vous dites tout ce que vous voulez, pour une sorte de boîte à idées pour les élus. Ils adorent ça, les élus, ils font de la participation, hein, ils invitent tout le monde à participer, c'est une manière de prendre la température de l'opinion, quoi. Et ce qui fait que, et puis c'est les élus qui décident ensuite, c'est pour ça que ça stimule pas trop les gens, hein. C'est difficile, vous demandez à des gens de participer, puis après vous savez que c'est les élus qui vont décider. Il y a une contradiction un petit peu entre les deux. Alors là, le sujet, le non-cumul des mandats. Oui, alors c'est sûr, c'est peut-être mieux, mais il faudrait changer le statut de l'élu, hein, déjà. Hein. Et le non-cumul dans le temps qui revient, alors ça pose un problème, hein, non-cumul dans le temps, il n'y a qu'un contrôle sur les élus. Hein. Les élus, ils n'ont qu'un seul contrôle, c'est la réélection. Hein. Autrement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes élu, vous faites ce que vous voulez. Et s'il n'y a pas réélection après, là, c'est des irresponsables. Et puis comme il y en aura moins, ça sera peut-être plus des professionnels de la politique, vous aurez des chanteurs. Vous aurez des chanteurs qui vont trouver que, je ne sais pas moi, tout le monde devrait prendre l'avion le week-end pour aller s'aérer, parce qu'on le vaut bien, parce que eux, c'est ce qu'ils font. Vous voyez ? Du coup, il y aura un renforcement des traits oligarchiques de l'élection, ce seraient des espèces de stars qui seraient élues, et puis elles seraient totalement irresponsables, puisqu'elles n'auraient pas à se représenter après devant les électeurs. Il faut faire attention aux effets pervers. Hein. Et puis, oui, ce que je voulais dire avec ces interdictions de cumul, c'est que c'est contradictoire avec la liberté inhérente à l'élection. Pourquoi ? Vous avez remarqué que les gens, ils votent pour des cumulards ? Pourquoi ça va, il y a une contradiction entre les interdictions. On peut faire plein d'interdictions à l'élection, ça ne marche jamais. Parce que c'est contradictoire avec le principe électif. Je repense aux anciens Grecs. Hein. Au début, ils avaient l'élection, ils n'arrêtaient pas de corseter l'élection de tout un tas d'interdictions. On n'avait pas le droit de se représenter 2 fois. Il y avait tout un tas d'interdictions concernant l'élection. Et puis après, ils ont abandonné de faire ces interdictions-là parce que ça ne marchait pas. Et ils ont étendu le tirage au sort. Et puis même après l'élection, on avait le droit de se représenter autant de fois qu'on voulait. Ils avaient arrêté de faire des interdictions. Je trouve ça intéressant. Comme s'ils avaient vu qu'il y avait une contradiction entre l'élection et le fait de brider l'élection et de mettre plein d'interdictions à l'élection. Du coup, il faut se méfier un petit peu de que tout va être réglé parce que les élus, ça ne va plus être des cumulards. Dès que vous parlez de tirage au sort, on dit mais non, mandat impératif et révocabilité des élus, et puis tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Hein. Oui, c'est bien. Sauf que le mandat impératif, moi je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas. Que c'est un petit peu un mythe. Comme le fait de dire que quelqu'un pour qui vous avez voté va vous représenter. C'est une invention, ça. Le mandat impératif, c'est un petit peu pareil. Et il n'a jamais eu de réalité juridique. C'est un beau mot comme ça, mais il n'y a jamais eu de réalité juridique. Pourquoi ? Parce que c'est pas trop possible. Hein. Imaginons que François Hollande n'ait pas fait son mariage homosexuel, alors il aurait fallu le révoquer parce qu'il n'avait pas fait ça. Quand on vote, c'est sur des plateformes programmatiques où vous avez tout un tas de propositions, vous n'êtes jamais d'accord avec toutes, hein. Et il faudrait révoquer les élus parce qu'ils n'en ont pas fait une, c'est inapplicable. Et puis d'ailleurs, ça s'est jamais fait, je crois. Alors, ils vont vous dire, oui, si, ça arrivait pendant la Révolution française, et puis aussi pendant la Commune de Paris, que là, il y avait une sorte de mandat impératif, parce que tous les soirs, les élus du peuple revenaient devant leur base. Hein. Oui, ça arrive dans des situations révolutionnaires, mais en temps normal, ça n'arrive pas.
Ah oui, peut-être, dans le fond, pourquoi le mandat impératif c'est quelque chose qui n'existe pas? Parce que quand vous donnez un mandat à quelqu'un, c'est toujours un mandat pour négocier. Par exemple, à un endroit, vous allez envoyer quelqu'un à l'instance supérieure pour aller négocier quelque chose. Ben, forcément, la négociation... alors les révolutionnaires vous disent oui, mais si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, par exemple, je sais pas, une augmentation du SMIC de 50%, mandat impératif d'augmenter le SMIC de 50%, puis vous y allez, et puis ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il va falloir baisser. Et les révolutionnaires disent il faut revenir devant la base. Du coup, des allers-retours tout le temps entre la base et puis l'élu. Oui, bien, bien. En période révolutionnaire où tout le monde est mobilisé. Mais en temps normal, non, vous ne pouvez pas demander aux gens tous les soirs de venir contrôler leurs élus, enfin. Du coup, c'est un espèce de mythe, un truc qui n'existe pas, le mandat impératif. Et puis, c'est comme si c'était un espèce de voile qui servait à conforter l'élection. Parce que ce qui caractérise quand même notre système, c'est qu'il n'y a que l'élection. C'est la révocabilité des élus. Ça c'est le contraire du mandat impératif. Autant le mandat impératif, ça n'existe pas, autant la révocabilité des élus, ça existe. Ça existe d'ailleurs dans certains États, aux États-Unis, où on peut révoquer ses élus. Ça arrive de temps en temps, et toujours pour la même chose, quand ils ont piqué dans la caisse, qu'il y a des actes de corruption manifestes. Autrement, pour le reste, c'est trop délicat. On ne peut pas révoquer François Hollande s'il n'avait pas fait son mariage homosexuel, ça paraîtrait ridicule à tout le monde. Du coup, en fait, c'est des élections bis. Vous avez attrapé un élu qui piquait dans la caisse, là oui, les gens pouvaient demander à ce qu'il soit révoqué, ça peut peut-être marcher, puis dans ce cas, il faut refaire une élection. Mais en fait, c'est des élections bis, quoi. Du coup, c'est multiplier les élections. Ces histoires de mandat impératif et de révocabilité des élus, c'est multiplier l'élection. Il n'y a que le référendum qui a une certaine légitimité. Oui, là, il y a une légitimité, mais on ne peut pas abuser avec le référendum, c'est ça. Il ne faut pas en faire plus... ça dépend, les Suisses en font déjà un petit peu trop. Moi, je dirais un par an, parce que le problème, c'est l'information. Les gens, si vous faites trop de référendums, ils ne peuvent pas s'informer. Mais de temps en temps, c'est très bien, comme sur la Constitution européenne, par exemple, les gens se sont bien intéressés, ils se sont mobilisés, mais ça ne peut pas être tout le temps pour toutes les décisions. Alors, les Suisses, c'est sûr, ils ont une culture, mais est-ce que c'est possible de l'étendre à toutes les décisions? C'est seulement sur quelques-unes qui sont vraiment importantes. On ne peut pas mobiliser toute la population en permanence. C'est un peu délicat. Vous avez des gens qui vont voter sans savoir, surtout en France, peut-être pas en Suisse. L'avantage du tirage au sort par rapport à tout ça, c'est Platon là qui nous explique que ça apaise les tensions. Alors Platon, il est contre le tirage au sort, il s'explique longuement contre le tirage au sort. Les aristocrates grecs d'ailleurs sont contre le tirage au sort, mais comme ils voient que ça fonctionne pas si mal que ça, au détour de certaines phrases, on trouve des choses comme ça. Alors, l'équité et l'indulgence des entorses, du coup, il dit que c'est pas bien. Mais on doit quand même recourir au tirage au sort pour éviter le mécontentement populaire. J'ai l'impression, moi, qu'il y a un petit peu de mécontentement populaire aussi. Du coup, ça a un avantage du tirage au sort. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres encore, comme l'impartialité des décisions, le fait qu'il y ait moins de corruption. Le fait le plus important, que c'est vraiment représentatif de la population. Et excellente quand même, que les assemblées d'hommes de peu rendent des décisions aussi bonnes, voire meilleures que les assemblées d'hommes de bien. Et puis il explique, ils sont pas très intelligents, ils ont un bon sens en proportion infime, mais ça s'additionne au cours de la discussion, et ça rend une décision satisfaisante, tandis que les assemblées d'hommes de bien font souvent preuve d'égoïsme. Je crois que tout est dit, moi, dans cette phrase-là. Mais d'ailleurs, les Grecs, il y a 2500 ans, ils vivaient dans un régime avec du tirage au sort et avec de l'élection. Du coup, quand ils en parlaient, c'était à partir de la réalité, quoi. Ça ne se passait pas si mal que ça. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose dans les échantillons représentatifs. Quand on les fait travailler ensemble, il y en a eu beaucoup, des jurys citoyens, des conférences du consensus, pas loin de 1000 dans le monde. On est surpris par la qualité des résultats et la qualité de la délibération finale. Et puis,
Ah, une que j'ai trouvée aussi chez Thucydide, hein, puisque c'est quelque chose qu'on voit souvent, notamment sur Internet, que pour être un élu, il faut être un petit peu perturbé psychologiquement, que finalement il faut jouer des coudes, hein, et que les qualités qu'il faut pour être élu, c'est-à-dire être agressif, savoir éliminer les autres, eh bien, c'est pas compatible avec l'exercice de décision dans l'intérêt général. Ah, sur les inconvénients du tirage au sort quand même, c'est pas la compétence, ni même le consensus mou. Parce qu'on dit, ouais, prenez des gens tirés au sort, ils vont essayer de se mettre d'accord, et puis ça va nous donner un espèce de truc en eau de boudin, là, un espèce de consensus mou. Il y a des procédures mises au point par les jurys délibératifs, etc., pour que quand même l'expression de points de vue différents puisse exister. Non, le gros problème du tirage au sort, c'est le manque de légitimité de ceux qui sont tirés au sort. Et ça rejoint la promesse d'obéissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand vous allez voter pour quelqu'un, ça vous lie aux décisions qui sont prises ensuite. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde va voter. Autrement, n'importe quel statisticien vous dise qu'il suffit de 1% de l'ensemble des Français pour savoir qui va être président de la République. C'est pas la peine d'aller faire voter tout le monde. Du coup, il y a 99% des gens qui vont se déplacer pour rien. Alors que, paraît-il, le temps c'est de l'argent. C'est que ça doit être important. Alors, le fait qu'on dise tout le temps qu'il faut aller voter, qu'il faut aller participer, c'est que ça doit être très important pour dans une société qui est focalisée comme ça sur l'efficacité, ouvertement, 99% des gens se déplacent pour rien, perdent leur temps pour rien, quant au résultat. L'élection, c'est pas pour avoir le résultat. Et d'ailleurs, le résultat, il vous est annoncé avant la fin du dépouillement. On devrait se dire, bon sang, pourquoi on a été se déplacer, puisqu'il n'y a qu'un quart des voix qui ont été dépouillées, puis ça y est, on sait déjà qui c'est le président de la République, ou qui c'est l'élu. Ça veut dire que les trois quarts se sont déplacés pour rien, normalement. Pourtant, personne ne tique là-dessus. Personne ne tique là-dessus. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans l'élection, c'est pas le résultat, c'est le fait d'aller voter, le fait de participer. Parce que si vous participez, vous allez être tenu par les décisions qui vont être prises par les élus. Vous allez avoir... C'est comme si c'était une promesse d'obéissance, oui. Et du coup, c'est pas à rejeter ça, puisque ça crée quand même de la cohésion sociale. C'est pour ça que je veux pas supprimer l'élection. Parce que ça crée quand même de la légitimité autour des décisions qui sont prises. Donc on ne peut pas supprimer l'élection parce que le tirage au sort, il a un déficit de légitimité. Quelqu'un qui est tiré au sort, alors ça va être plus participatif, hein, vous allez le voir, et puis lui dire « ouais, ça va pas, les décisions que tu as prises ». Tandis qu'un élu, il est auréolé du suffrage universel quand même, il y a moins de participation, mais il a plus de légitimité dans ce qu'il fait. Du coup, il faut en tenir compte. C'est pour ça que je propose quelque chose d'intermédiaire. Hein. Sur les inconvénients du tirage au sort qu'il faut connaître, là sur la compétence, le gros problème invoqué par tout le monde, c'est que si vous tirez au sort des gens, vous allez avoir des incompétents et puis qui vont rendre de mauvaises décisions. Alors, dans la Grèce ancienne, où ils tiraient au sort pendant 200 ans, c'était vraiment pas le problème principal. Les critiques de ceux qui étaient contre le tirage au sort, d'ailleurs, n'étaient pas trop centrées sur la compétence. Alors, le tirage au sort, puisqu'on en parle beaucoup, alors là, en ce moment, on va en parler à la présidentielle, ça va être pour surveiller les élus. Ça va être le tirage au sort punitif. C'est bien dans l'air du temps, hein, surveiller et punir. C'est pas très intéressant. Hein. C'était Ségolène Royal qui disait ça en 2007. Hein. Il voulait faire des jurys citoyens pour surveiller les élus. Et je viens de voir que Montebourg reprend la même idée, hein, qu'il faut surveiller les élus. Un truc, quelque chose de punitif, ça mène pas à grand-chose. Refaire la Constitution, alors c'est Étienne Chouard, hein, qui est très volubile là-dessus, hein, qui arrive à motiver les gens.
Et puis là, hein, alors c'est peut-être difficile tout ça, mais on va y arriver, hein, déterminé à se saisir un jour du pouvoir de réécrire la Constitution. Alors il en parle beaucoup et bien, Étienne Chouard, de ça. Alors c'est une vision, moi je pense, constitutionnaliste, hein, que c'est la Constitution qui détermine tout. C'est une vision un petit peu partielle des choses, hein, c'est pas la Constitution qui détermine tout, c'est aussi son usage. Et puis, alors c'est très bien pour l'éducation populaire, parce qu'il arrive à mobiliser beaucoup, tellement il y croit. Il arrive à mobiliser beaucoup autour de lui, mais le truc c'est que c'est un petit peu irréaliste. Ou alors, il faut qu'il y ait une situation révolutionnaire. Eh bien, on y vient. Dans une situation révolutionnaire, oui, vous pouvez mettre à bas toute la Constitution et puis en refaire une. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas attendre une situation révolutionnaire comme ça, mais proposer quelque chose pour que les gens puissent se réapproprier la chose politique. Alors, faire les lois, c'est très bien, mais ça pose faire les lois. Hein, bah oui, le minimum, c'est que des gens tirent au sort fassent les lois. Eh ben, moi, je suis très... Sans être contre ça, je dis qu'il faut faire attention à deux choses. La première chose, c'est déjà de constater que ce n'est pas des assemblées qui font les lois dans toutes les démocraties qu'on connaît. C'est le gouvernement qui propose les lois et les députés jugent si la loi est valable ou pas. Alors on va dire qu'il y a des propositions de loi quand même pour dire que les députés ont le droit de proposer des lois, mais ce n'est pas 1% des lois. Et ça ne passe pas sans l'accord du gouvernement. Donc c'est le gouvernement, dans tous les régimes, hein, qui propose les lois. Les députés, ils font que d'approuver ou pas la loi proposée par le gouvernement. Il faudrait que ce soit des gens tirés au sort qui fassent les lois. Et puis la deuxième, c'est que, est-ce que des gens tirés au sort ont vocation à élaborer des solutions complexes? Je ne sais pas, moi je pense que les gens tirés au sort sont aptes à juger, mais peut-être pas à élaborer des solutions complexes que sont les lois. C'est pas à rejeter totalement, mais à mon avis, c'est pas ce qui est décisif. Alors, tirer au sort une partie des élus, j'ai défendu cette idée-là, mais en fait, vous mélangez deux types d'individus ensemble, ça peut être bien, mais il faut que les gens tirés au sort soient majoritaires. Hein. Le mieux, c'est de créer des instances à part qui soient tirées au sort. Comme les conférences du consensus, les jurys citoyens, etc. Ah ben là, on est dans le cœur du sujet. Hein. La procédure est parfaite. C'est à quoi ça sert? Ça sert pour l'instant pas à grand-chose, puisque c'est les élus qui décident derrière. Et du coup, ça capote un petit peu. C'est pour ça, je crois que je vais en venir à mes propositions quand même, parce que ça prend du temps. Voilà, ma proposition, c'est ça. Le minimum. Le minimum, un droit de veto du peuple, à partir de Rousseau. Hein. Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée est nulle et non avenue. Du coup, le peuple doit approuver les lois pour qu'elles soient valables. Pas les faire, approuver. Dire s'il est d'accord ou pas, qu'il ait un veto sur les lois. C'est faisable, ça. Ça, c'est faisable. C'est pas demander des choses impossibles. Les gens sont tout à fait capables de savoir si, par exemple, le taffetas, c'est bien ou pas pour eux. C'est pour ça que, plutôt que de mettre des gens tirés au sort au milieu des députés, non, c'est plutôt créer une instance à part qui soit tirée au sort. Alors, l'opinion que je défends, là, un droit de veto du peuple, hein, on n'y arrive pas maintenant alors qu'on a tous les moyens d'avoir un échantillon représentatif. Eh bien, ils y étaient arrivés pendant la Révolution française, c'est sûr. C'est la Constitution de l'an 1. Mais l'idée, elle est là quand même. Hein. C'est donc les Sieyès, Madison, ceux qui ne voulaient pas de démocratie, qui ont gagné. Mais il y avait quand même des débats. Et à un moment, dans cette Constitution de l'an 1 qui n'a jamais été appliquée, il y avait un droit de veto populaire. Et c'était là, 40 jours après l'envoi de la loi proposée. Hein. Sinon, la moitié des départements plus un, le 10e des assemblées régulièrement formées n'a pas réclamé. Donc, il y avait un droit de réclamation du peuple inscrit dans l'acte constitutionnel. Hein, au XVIIIe siècle. Hein. On pourrait très bien dire, alors qu'ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a actuellement. Vous vous rendez compte, la distance, la difficulté de communiquer, ils avaient quand même réussi à trouver une procédure d'appel au peuple, en quelque sorte. Si le peuple n'est pas d'accord, il peut bloquer ce que les élus ont décidé. Un droit de veto à des assemblées populaires permanentes en aval du processus de décision à tous les niveaux territoriaux. Par exemple, les sénateurs, ils ne servent à rien, c'est
des politiciens en fin de carrière, eh bien on tire des gens au sort et ils rentrent au Sénat. Voilà la méthode. Hein. Dans les villes, il y a des conseils de développement, des agences de développement, ben, vous tirez au sort des gens et puis vous les faites valider ou pas. Dans les régions, il y a des conseils économiques et sociaux. Au national, il y a les sénateurs, hein, et ben vous tirez au sort les sénateurs. À tous les niveaux, à chaque fois qu'il y a une assemblée élue, vous mettez une assemblée tirée au sort à côté et vous lui donnez le pouvoir, un droit de veto sur ce que demandent les élus. Et on pourrait faire la même chose pour l'Europe, hein, un Sénat des peuples européens, et même chose au niveau du monde. Le principe, il est là. Chaque fois qu'il y a une assemblée élue, il y a une assemblée tirée au sort à côté. On est d'accord pour dire qu'il faut 2 assemblées. Dans quasiment tous les pays, il y a 2 assemblées. En France, le Sénat et puis les députés, et ailleurs, c'est pareil. Et comme on est dans un système qui devient de plus en plus oligarchique, il faut faire rentrer le peuple dans les institutions. Et donc, à côté de l'assemblée élue, vous mettez une assemblée tirée au sort, systématiquement. Et vous lui donnez pas les mêmes pouvoirs que le Sénat actuel, hein, qui sont limités. Peuvent bloquer la loi pendant 3 navettes. 3 fois 3 allers-retours. Vous pouvez dire qu'il y a un blocage, et puis vous renouvelez. Hein. Évidemment, un Sénat tiré au sort, c'est pas pendant 9 ans, c'est tous les ans, vous renouvelez. Et puis si jamais ça bloque une année, les élus peuvent reproposer la 2e fois, l'année suivante. Hein. Du coup, faire un blocage par des assemblées populaires tirées au sort, des décisions prises par les élus. Et puis la deuxième, là c'est parce que donner à ces assemblées populaires permanentes le pouvoir de convoquer des assemblées populaires temporaires, des jurys citoyens, sur des questions précises. Puisque les jurys citoyens, ça existe déjà, il y en a eu plus de 1000 dans le monde. Hein. Le problème, c'est leur saisie. Qui c'est qui va demander à ce qu'il y ait un jury citoyen? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait de leur décision. Là, on règle le problème, c'est des assemblées permanentes tirées au sort à tous les niveaux de décision, qui convoquent des jurys citoyens sur les sujets d'ailleurs qu'ils n'ont pas le temps de traiter. Parce que pour connaître un petit peu comment ça se passe, les députés ne savent pas trop ce qu'ils votent, parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein. On le voit avec Linky par exemple. Quand vous demandez aux élus, alors vous avez voté pour Linky, ils ne s'en rappellent même plus. Ils ne le savent même pas. Ils ont oublié. Là, pour la plupart des décisions, c'est comme ça. C'est quand même des gens comme tout le monde, les députés, qui ne peuvent pas tout savoir. Ils sont obligés de faire confiance. Hein. Du coup, ils sont tout le temps débordés. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils votent. Pour être clair, les députés ne savent pas ce qu'ils votent très fréquemment. Très, très fréquemment. Hein. Le but, c'est d'être élu. Hein. C'est pas les lois, il y a des techniciens pour ça. Hein. Et une assemblée tirée au sort, elle aurait le même problème. Hein. Il arriverait sur le bureau de l'assemblée tirée au sort tout un tas de lois, mais ils seraient débordés, les pauvres, hein, comme les députés sont débordés. Et du coup, une solution, c'est de dire « Ah ben là, on n'a pas le temps, on est débordé sur les OGM, ah ben, on va convoquer un jury populaire pour savoir ce qu'on doit faire sur les OGM, parce que nous, on n'a pas le temps. Hein. » Vous voyez que ce serait légitime quand même. Hein. Une portion du peuple n'a pas le temps et demande à une autre portion du peuple de décider à sa place parce qu'elle a le temps. Et la troisième, c'est amendements et propositions limitées, encadrées, sans bouleverser le cadre institutionnel. C'est pas la peine de faire la révolution. C'est pas la peine de faire la révolution. Si on voit au niveau national, elle est là. Voilà. Mais la Constitution, elle est là. Le problème, c'est qu'il n'y a que des élus qui décident. Voilà, vous changez la composition du Sénat. Là, vous gardez tout. Vous changez la composition du Sénat. Des gens tirés au sort. Voilà. Et puis vous gardez tout. C'est pas la révolution. Alors vous allez dire, ouais, dans ce cas, ça sert à rien. Ah, bah voyons voir si ça sert à rien. Ça sert à rien. Regardons. Alors, voilà. La différence qu'il y a entre des élus et puis le peuple, ça a été flagrant en 2005. 80% des élus favorables à l'Europe, 55% des Français contre. Vous retrouvez fréquemment cette énorme différence qu'il y a entre la masse des gens
et les grands élus. Même là, on dit oui, Notre-Dame-des-Landes, c'est un échec, il y a eu 45% des gens contre, c'est tout 55% pour. Mais si on regarde un petit peu, ceux qui sont tout près, ils ont les nuisances, ils ont voté contre. Ceux qui sont un peu plus loin, ils ont que les bénéfices sans les inconvénients, ils ont voté pour. Mais si vous aviez demandé sur la France entière, parce que normalement il aurait fallu demander sur la France entière, puisque c'est les Français qui payent. Ceux qui payent, il fallait demander à la France entière. La France entière, ils auraient payé et ils n'en auraient pas profité. Vous pouvez dire, ce ne serait pas passé. Alors là, les grands travaux, tout ce qu'on nous saoule avec les grands travaux, vous avez une assemblée populaire de blocage qui peut bloquer les grands travaux, vous en enlevez les 3/4. Un problème de régler. Comment vous voulez que des gens qui... Élus, ça veut dire choix des meilleurs. Donc, c'est des meilleurs. Que les meilleurs aient du mal à réduire les inégalités, c'est normal. Vous avez déjà vu les meilleurs qui se battaient pour qu'il y ait plus d'égalité? Non, ils veulent qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Du coup, pour limiter les inégalités, une chambre populaire, elle aurait beaucoup plus d'impact que des élus. Le nucléaire, ça a été, évidemment, ça n'a même pas été décidé par les élus, ça a été décidé par la technocratie, mais ça a été avalisé régulièrement par les élus, quand même. Une assemblée populaire, c'est sûr que c'est incertain. Mais avec les élus, c'est certain, ce sera toujours du nucléaire. TAFTA, voilà encore un bon sujet. Si vous avez une assemblée de blocage populaire, le TAFTA n'est plus à l'ordre du jour. Parce que, quand on dit assemblée de blocage, ça ne plaît pas. Bon, voilà, un droit de veto du peuple. Vous avez tout le système de décision qui s'adapte à un possible veto populaire. Vous n'allez pas avoir un élu qui va être pro-TAFTA à fond, alors que derrière, il y a une assemblée populaire qui va dire non une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après il va aller se présenter devant les électeurs en disant je représente le peuple, alors qu'une portion du peuple n'a pas arrêté de lui dire que ses positions n'étaient pas d'accord. Ils ne sont pas suicidaires, les élus. Ils vont s'adapter à un possible veto populaire en aval de la décision. Et du coup, vous aurez des décisions qui seront beaucoup plus dans l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est les élus qui vous les proposeront. Ils arrêteront de faire des propositions qui ne plaisent pas à la masse des gens, puisque ça leur sera renvoyé dans la figure tout le temps. Est-ce que la majorité des gens auraient été pour toutes ces privatisations qu'il y a eu, par exemple celle de l'eau, qui il y a encore 30 ans, tout était public, c'était public l'eau. Ça a été privatisé, puis ça a été multiplié par 3, je crois, le prix de l'eau, depuis que ça a été privatisé. Est-ce que s'il y avait une chambre populaire, ce serait privatisé l'eau en ce moment? Donc on voit que ça, dans tous les aspects de l'économie, ça aurait une influence. Alors, on va taper dans le dur. Bon, parce que je le dis, finalement, ces histoires de tirage au sort, on vit bien confortablement. On pense à quoi? Alors c'est Castoriadis qui disait ça, les gens finalement ils sont dans leur petite vie à accumuler, ils sont drogués à la publicité, et puis ils pensent à avoir un écran plat l'année suivante, et puis toutes ces histoires de démocratie, tout ça, ils s'en fichent un petit peu. On est peut-être dans une aristocratie si on veut, oui, mais dopé aux hydrocarbures, on vit bien, il y a du confort quand même, on se plaint, mais tout va bien, on vit confortablement. Vous, on s'en fout un peu de ces questions-là. Tout ce que je viens de dire, là, c'est peut-être rigoureusement exact, mais on s'en fout. Voilà. Alors, avec la décroissance, ça change un petit peu. Et le tirage au sort devient plus intéressant, beaucoup plus dans cette perspective-là. Alors là, je fais un raccourci. Oui, le raccourci, c'est Georges Vescurogen, la notion d'entropie. Est-ce que je le mets quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça peut se résumer à ça. Bon, vous voyez un élu dire un jour, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les élus sont obligés de parler des lendemains qui vont chanter. Les problèmes qui n'ont pas de solution évidente, là, il ne faut pas en parler, ça risquerait de faire perdre des voix. Vous verrez jamais un élu parler de décroissance. Non. C'est trop dangereux pour leur carrière. Alors il faut croire à la science ou être très croyant.
pour penser que ça n'arrivera pas. Hein. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas tout de suite là maintenant, quoique, on préfère le climat, on s'inquiète beaucoup du climat. Hein. On s'inquiète de la conséquence, la pollution, mais pas de la cause qui est l'extraction. Hein. Est-ce que vous avez entendu dans les médias là qu'on avait augmenté notre consommation de pétrole d'un demi-litre depuis qu'il n'est pas cher? Non, jamais. On ne parle jamais de l'extraction et de la consommation. On parle que de la pollution. Hein. C'était Bossuet qui disait Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets alors qu'ils en chérissent les causes. Ah ben ça pique à nous en ce moment là. Hein. Ah, on a vraiment la tête dans le sud. Oh, qu'il y a de la pollution, hein. Mais on ne veut pas regarder tout ce qu'on consomme. Hein. On est à 4,8 litres par jour de pétrole en France par individu, femmes et enfants compris. Hein. On a été à 4,2 litres pendant 20 ans. Et puis là, comme vous avez une baisse du prix de l'essence, ben vous avez une augmentation de la consommation. Ça, vous ne l'entendrez pas. Hein. Vous l'entendrez pas. Pourquoi on préfère s'intéresser au climat parce que si on s'intéresse aux ressources, c'est la question du partage qui arrive tout de suite. Bah oui. Si on dit à un moment, ça va risquer de manquer, tout de suite, ce qui vient, c'est qu'il faut partager. Puis partager, les élites n'ont pas trop envie, et puis les élus sont une partie de l'oligarchie. Personne n'a envie de partager. Le système représentatif devient contre-productif pour régler les problèmes. Parce qu'il y a quand même des graves problèmes écologiques qui vont arriver. Or, les élus ne peuvent que vous compter fleurette. Par contre, des gens tirés au sort, ils n'aiment pas, hein, mais ils veulent bien se pencher sur la question. Des élus, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jean Covici. Jean Covici, je ne sais pas si vous connaissez, un énergéticien, il soutient que c'est un manque d'information des décideurs et des élus qui fait qu'ils ne prennent pas ces choses-là en compte. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça parce qu'ils ne sont pas idiots, ils comprennent très bien que c'est mauvais pour leur carrière. Et du coup, ils évacuent. C'est bien humain, on ne peut même pas leur reprocher ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument des chambres populaires à tous les niveaux. Des gens normaux, vous et moi, on peut discuter de ça, et puis on peut en discuter franchement. Un élu, il ne peut pas. C'est suicidaire. Les élites participent davantage aux effondrements. Hein. On pense toujours que les gens intelligents vont nous sortir de la fête. Ah non. Oh bah tiens, David Van Reybrouck, un petit nouveau qui vient d'arriver sur le tirage au sort, un Belge. Et cette phrase-là qu'il a chipée chez un élu, mais moi, j'ai déjà eu des mêmes genres de phrases. Hein. Je sais ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, mais si je le dis, je ne suis pas réélu. Et puis Jacques Attali, hein, qui lui a entendu parler de ces questions-là, donc je vous dis, hein, mais les gens pourraient revendiquer des choses qui ne leur appartiennent pas. Hein. Ce qui va être important, ça va être de défendre la propriété, avec les forces de l'ordre adéquates. Hein. Et c'est ça, l'objectif de l'élite, c'est de préserver ses avantages coûte que coûte. Alors on va dire s'ils pouvaient nous sortir de ces problèmes. Mais non, ils ont plus de difficultés que les autres gens. C'est ce que Jared Diamond explique bien dans l'effondrement. Hein. L'île de Pâques, elle s'est effondrée, c'est les prêtres là, qui voulaient couper tous les arbres pour apporter des statues au bord de la mer. Hein. Et pourquoi les prêtres ils voulaient ça? Parce que ça leur donnait du pouvoir sur la population. Les élites croient plus sincèrement aux valeurs qui leur ont permis d'être élites, justement. Et Chomsky explique ça aussi. Vous parlez de la croissance à des élites. Les élites, ils vont vous dire que la croissance et le développement, c'est indispensable, que c'est bien. Ils récitent bien la doxa, ce qu'on appelle la doxa. Les élites récitent bien la doxa. Et ils y croient même sincèrement. C'est normal, ils en profitent plus. Hein. L'industrie française est restée concurrentielle jusqu'au bout. Hein. C'est quand même les élites qui promeuvent le productivisme et le consumérisme qui vont quand même normalement faire que ça va mal se terminer, tout ça. Hein. Les contestations de la voiture, parce qu'on ne pouvait plus laisser les gosses dans la rue qui se faisaient écraser par des voitures de riches, parce que c'était les riches au début qui avaient des voitures. Il y a populaire, c'est Pierre Tiesset qui explique ça. Hein. Du coup, on se fait l'idée, ouais, le populaire, il a accroché à sa voiture. Non, c'est un truc de riche au départ, et ça a été développé
d'abord pour les classes favorisées. Là, le bouquin de Paul Ariès, où il explique que même aux salauds de pauvres qui polluent sans vergogne, qui font gaffe à rien au niveau de l'écologie, si tout le monde vivait comme eux, ça passerait tout juste. Ils consomment, même les pauvres des pays riches, ils consomment à peu près un peu plus qu'une planète, quoi. Comme les Chinois, vous savez, il y a une empreinte énergétique. Nous, Français, on est à 3-4. Si tout le monde vivait comme nous, c'est 3-4 planètes qu'il faudrait. Paul Ariès, il dit, si on veut régler le problème écologique, il suffit de vivre comme les pauvres qu'il y a chez nous. Tiens, le projet décroissant, j'ai mis pour faire un petit peu artistique. Bon, alors je ne sais pas si ça plaît à la masse des gens. Ce que je sais, c'est que ça risque pas de plaire aux élites. Pourtant, il y a un petit peu de décroissance subie. Ça, c'est subie, c'est de la récupération. Là aussi, c'est de la récupération. Il y a de la décroissance, on va dire, choisie, avec de la poésie, des fleurs. Et puis, ça va être durable, là. Là, si vous voulez sauver la planète, si tout le monde vit comme ça, ça devrait passer. Ça devrait passer. Alors, je dis pas, c'est une caricature, évidemment. Les élites, ils aiment bien les choses complexes. C'est normal. C'est des professionnels de la politique. Du coup, c'est un produit de la division du travail, eux aussi. Ils n'aiment pas, quand on est autonome, qu'on n'a pas besoin d'eux. À chaque fois qu'ils vous inventent des solutions, ça va être des trucs compliqués. Où ils vont avoir leur place là-dedans pour organiser les choses. Mais des trucs simples où tout le monde est autonome, non, là, y a des projets vraiment avec beaucoup de milliards pour faire des choses loufoques, atteindre la vie éternelle, pouvoir se cloner, tout un tas de trucs qui ne m'intéressent pas trop, quoi, mais je sais que ça existe et que c'est des investissements lourds. Aller sur Mars. Aller sur Mars, des trucs comme ça. Bon, il nous dit, alors j'ai pas mis toute la citation, dans toutes les cités et de tout temps, les gros ont envie de commander et opprimer le peuple pour saouler leurs appétits. Et il dit plus loin que c'est insatiable. Et c'est bien une caractéristique de nos élites en ce moment, c'est que c'est insatiable, c'est toujours plus. Ils veulent toujours plus. C'est une espèce, ils sont en concurrence entre eux. Quand les riches détruisent la planète, tiens, j'en ai parlé tout à l'heure, Hervé Kempf, il est lumineux là-dessus, ça date de 2006, son bouquin. Il vous explique bien comment ils détruisent. Il explique tout en détail. Puis la fille de l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Pourquoi je mets ça? C'est parce que le problème, c'est l'oligarchie. Ça sent bien à propos du tirage au sort. D'abord, ils vous ignorent. Ensuite, ils se moquent de vous. Alors moi, j'ai connu que les deux premières. Ensuite, ils vous combattent. Alors j'ai vu que ça commence à combattre le tirage au sort sérieusement. J'ai vu des bons articles critiques où vraiment c'était fouillé, c'était pas nul comme au début. Donc ça commence à être combattu le tirage au sort. Et peut-être que alors on gagne. Voilà, c'est peut-être pour rester positif. Et puis maintenant, la constitution mixte d'Aristote, oui, je ne suis pas un révolutionnaire, je dis seulement qu'il faut un droit de veto populaire au travers d'institutions à chaque fois qu'il y a une assemblée élue. Et que ce serait déjà énorme, ça paraît pas beaucoup. Étienne Chouard dirait ouais, ce pipi de chat, c'est rien. Mais si, c'est déjà énorme. Et on peut faire ça sans faire de la révolution. Parce que je vous remets le schéma des institutions françaises, il suffit de changer le mode de désignation du Sénat, et voilà. Vos CES là, qui existent dans les régions, tout ça, vous savez qu'il y a des conseils économiques et sociaux. Supprimez ça, vous mettez à la place des gens tirés au sort. Vous gardez la coquille, parce qu'il y en a pas les conseils de développement aussi. Vous gardez la coquille ou changez seulement le mode de désignation. Au lieu que ce soit des experts, ou des acteurs économiques, ou des lobbies de ceci, cela, non, des gens tirés au sort. Voilà. Il y a guère qu'au niveau de l'Europe qu'il faudrait en créer un. Voilà, je vous remercie.